Salut, c'est encore moi. Donc, alors là, je vais vous faire une petite vidéo sur les problèmes de démarrage, sur les E46 diesel, je parle. Bon, là, c'est sur une 330, mais bon, que ce soit 330, 320, ce sera à peu près les mêmes problèmes. Bon, je les ai classés vite fait. Premièrement, votre batterie, les gars. Souvent, c'est un défaut de batterie. Si vous n'avez pas la puissance nécessaire pour le démarrage, ne cherchez pas, le moteur ne démarrera pas. Il faut vraiment une batterie. Sur une 330, il faut du 90 ampères, voire du 100. Tu peux mettre du 100, du 110, hein, ça lui fera pas de mal. Donc, premièrement, votre batterie, si elle est trop faible, elle n'enverra pas la bonne pression de carburant pour le démarrage. À savoir, je le répète, c'est pas les bougies qui vont vous faire démarrer le moteur, c'est la pression de carburant. Les bougies de préchauffage, moi je prends exemple, hein, les miennes depuis 2017, les 6 elles sont en défaut, elles sont mortes. Et elles démarrent. Je vais te montrer. Voilà. Tu vois, 400 000 km avec les 6 bougies mortes. Tu vois ma conso, 5,9 litres. Et encore, je suis en... Le paysage, c'est un peu montagneux. Donc des montées, des descentes. Mais si je roule en plaine, je suis à 5 litres, voire moins des fois. Ça m'est arrivé d'être à 4 litres 4. C'est un truc de fou. Bon, elle est en stage 1, donc tu consommeras moins de carburant. Donc bref, revenons à nos petits moutons là. Donc ouais, voilà, sur les bougies. Alors les bougies, en fait, elles sont là pour te réchauffer ton carburant avant la combustion. C'est une histoire de pollution. C'est en théorie, je dis bien entre parenthèses, en théorie, c'est censé moins polluer pendant les 10-20 premières secondes au démarrage. Parce que quand tu démarres, tes bougies, elles sont toujours en route quelques secondes, pas plus. Mais je le répète, c'est pas eux qui vont faire ton démarrage. C'est vraiment la pression de carburant. Donc premièrement, vérifiez votre batterie si ça démarre pas. Deuxièmement, je vais ouvrir la porte. Vous mettez votre contact et vous devez entendre la prépompe de préalimentation qui est en dessous de votre siège, sous la caisse. Attends. Allez, par là. Je peux pas me pencher en même temps que le téléphone. Mais c'est ici. Donc, tu mets ton contact. Voilà. Là, tu l'entends bien. Attends. Voilà, déjà, si t'as pas ce bruit-là, cette pompe-là, elle démarrera pas. Mais c'est pas parce que t'as pas ce bruit de pompe là que la pompe elle est HS. Justement, je vais venir tout de suite. Sur les E46, vous avez... Alors, par contre, je sais plus comment ça s'appelle, cette pièce là. Je ne l'ai plus en tête. Mais elle est située dans cette zone, au bout du Lehman. C'est le contacteur, voilà, contacteur du Lehman. Et en fait, ça pour savoir s'il est mort, quand tu es en merde. Tu es en position de contact numéro 2, donc tu as ton position 1, position 2. Attends, la radio elle arrête pas de s'allumer, elle me gonfle. Voilà, tu dois avoir la ventilation. Si tu n'as pas de ventilation en contact numéro 2, cherche pas plus loin, c'est ton contacteur de Lehman qui est mort. Donc tu le remplaces, il n'y a pas besoin de codage. Et ça reprend la route. Donc ça, vous pouvez avoir aussi le synchro le WS et le DDE, donc le calculateur et l'anti-démarrage. Ça peut arriver quand on touche à certaines choses. C'est vraiment pas souvent, hein. Ça arrive souvent plus sur les E60, les E90. J'ai déjà eu le coup que 2 fois sur E46. Je crois que c'était sur la version 204, pas le 184.
La personne, en fait, elle a changé sa batterie moteur en marche pour pas perdre les données. Sauf que sur une BM, on fait jamais ça. Surtout sur ceux-là, elles sont bourrées d'électronique. La voiture, elle croit que qu'on la vole. Donc elle va se mettre en sécurité, elle va couper le moteur. Et terminé, tu démarreras plus. C'est fini. Tu es obligé de passer le diag ISTA, le diag BMW atelier, pour resynchroniser le calculateur et l'antidémarrage. Et seulement après, tu peux redémarrer. Donc, vous avez ça. Ensuite, problème de démarrage. Qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir votre capteur d'Arbacam qui est là. Qui peut foutre la merde. Mais en général, lui, quand il est mort, vous arrivez à démarrer, mais il y a des grosses saccades. C'est tout. Vous démarrez, mais ça n'ira pas plus loin. Vous pouvez avoir aussi votre capteur de pression de rampe. Lui qui est au cul de la rampe. Par contre, lui, s'il est à changer, faites gaffe parce qu'il y a un tout petit joint, mais vraiment tout petit qui est au fond. Celui-là, faut pas le rater. Et en général, chez BM, on remplace jamais ce capteur-là, on remplace toute la rampe avec le capteur qui est déjà inclus dedans. Parce qu'en général, après, soi-disant que ça, en théorie, que ça supprime ton étanchéité, même si tu remplaces le joint. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai déjà remplacé ce capteur-là, j'ai jamais eu de problème. Mais je sais qu'en atelier, on le remplace pas, c'est toute la rampe complète. Donc voilà pour les problèmes de démarrage. Ensuite, attends, qu'est-ce que je pourrais t'ajouter d'autre? Ah non, c'est les principales, les principaux. Qu'est-ce que j'ai là? Ah non, c'est bon. Les principaux problèmes. Ensuite, je vais te parler des problèmes de puissance. Donc attends, je retourne dans l'habitacle pour voir si j'ai rien oublié. Après, ça. Niveau problème de puissance. Donc, je parle bien sur la puissance. Hein. Votre moteur démarre, mais il n'y a pas de puissance. Donc, vous avez le fameux débitmètre. Donc, lui, quand c'est lui, c'est assez facile à savoir. Vous n'avez pas de puissance du tout. Et votre aiguille, l'économètre, celle qui vous indique la consommation de carburant en temps réel, en général, elle ne va pas dépasser les 12-14 litres. L'aiguille, elle va plafonner ici, elle n'ira pas plus haut. En général, c'est le débitmètre. Donc, c'est facile. Vous le débranchez et vous allez essayer. Si vous voyez que c'est beaucoup mieux, c'est que c'est lui qui est mort. Ensuite, par contre, je vais rester sur le débitmètre parce que vous avez deux versions de débitmètre. S'il n'a jamais été changé et que vous en mettez un nouveau, suivant les références, il va falloir faire pas un codage, mais un reset des valeurs d'adaptation de débitmètre. En fait, c'est facile à repérer. Les anciens, ils n'ont pas de grille. Ah, c'est con, je peux pas vous montrer. Les nouveaux, ils ont une grille en plastique de protection. Donc, si vous avez un débitmètre sans grille, c'est que vous avez l'ancien modèle. Ça, c'est plus souvent ouais, sur les 330, les 184 et 204 aussi, ils avaient été concernés. Donc voilà pour le débitmètre. Donc, attends, je vais terminer. Pour que tu comprennes, quand on le débranche, le calculateur, lui, va prendre des valeurs par défaut. Donc forcément, des bonnes valeurs pour le fonctionnement du moteur. Donc ça marchera mieux. Et c'est là que tu sais qu'il est mort. Ensuite, problème de puissance. Vous pouvez avoir votre capteur de pression de suralimentation. Sur le 184 chevaux, il est derrière. Il est pile au bout de mon doigt, mais derrière. Donc il faut que tu enlèves. Faut que tu enlèves le filtre habitacle et puis son support et tu accèdes derrière. Et ces capteurs-là, je te conseille de les prendre directement chez BM, pas sur Internet. J'en ai fait les frais 2 fois, c'est bon, j'ai compris. Et pourtant, c'était des Bosch que j'avais pris sur Internet. Mais en fait, j'avais toujours des coupures à l'accélération, mais ils étaient plus au même régime. Donc moi, je cherchais le problème ailleurs. En fait, c'était bien celui-là. Et pour 2 € de plus en concession, bah, tu vois, je l'aurais été la première fois, j'aurais pas perdu de temps. Parce que ça a duré quelques mois cette histoire. Donc votre capteur de pression de suralimentation. Vous pouvez avoir aussi
bon ça c'est facile à reconnaître, les durites de suralimentation qui se fendent, et bien souvent elles se fendent par en dessous. Donc vous avez celle-ci, vous avez l'autre qui est tout en bas, et vous avez celle-ci aussi qui peut se fendre, celle-là, par en dessous. Donc c'est pas la peine de regarder juste comme ça et dire non c'est bon, c'est pas ça, il faut la démonter. Parce que bien souvent, de visu on voit pas, mais par contre quand on appuie sur la durite, c'est là que la fissure apparaît. Donc les durites de suralimentation fendues, ça c'est pareil, de toute façon quand vous le roulez, vous allez entendre un souffle, ça va souffler. Donc si ça souffle, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous avez aussi vos petites durites de dépression, sans oublier celle de la vanne GR. Vous avez le distributeur. En fait, vous faites pas chier, vous démontez votre collecteur d'admission et sans ça, vous pourrez pas les changer. Donc vous le démontez et vous les remplacez toutes. N'en remplacez pas qu'une, ça sert à rien. Si vraiment elles ont toutes la même année, changez-les toutes. Donc vous avez celle qui va sur le turbo, ça c'est pour les versions 184. Hein. Le 204, vous n'aurez pas ce tuyau là, cette durite là, parce que c'est une commande électrique au niveau du turbo. Donc celle-ci, elle est reliée à un réservoir d'air qui est, si j'arriverai, je ne pourrais pas vous le montrer. Bon, vous avez comme un poumon, un petit réservoir d'air en plastique qui est situé à droite. Celui-là, il faut le contrôler parce qu'il peut se fendre aussi. Donc, contrôlez tout ce circuit-là. Ensuite, bah, vous avez la vanne GR en elle-même. Bon, c'est simple, hein, vous dévissez. Attends, je me pose 2 secondes. Voilà, vous dévissez et vous regardez l'état interne. Bon, tu vois la propreté, eh ben, en 2017, j'ai fait le réglage de la vanne GR avec une ancienne version de Ista. Et tu vois, il n'y a plus du tout d'encrassement. Bon, l'huile que vous retrouvez à l'entrée, c'est normal. Vous aurez toujours un petit filet. Mais il faut que ça reste normal, quoi. Si vous en avez beaucoup plus que ça, va falloir contrôler le turbo. Mais principalement le séparateur d'huile qui est ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de maladies, les turbos qui claquent sur le 46. Mais en fait, c'est pas une maladie du tout. C'est pas le turbo en lui-même qui claque, c'est le séparateur d'huile qui flingue le turbo. Parce qu'avant, si tu veux, le séparateur d'huile, il n'était pas dans le cahier des charges entretien BMW. Après, ils l'ont rajouté. Et puis, bon, bah, les problèmes de turbo, ça c'est terminé. Bon, attends, je vais mettre pause pour rattacher mon collier. Histoire que j'oublie pas, je te reprends. Bon, voilà. Oui, c'est bon, il est bien attaché. Donc, vérifiez votre fonctionnement de la vanne. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Vous pouvez avoir les nosiers, voilà. Fissure au niveau du collecteur échappement. C'est pareil, j'arriverai pas à vous le montrer. Souvent, il fissure en dessous. Putain, j'ai jeté l'ancien, donc je pourrais pas vous montrer. Mais bon, ça c'est facile à reconnaître parce que vous aurez des traces noires sur votre turbo, sur le dessus. Donc si vous avez des traces noires de la suie, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là. Ça, des odeurs d'échappement dans l'habitacle. Donc soit ça vient de la tresse du précata. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, il me semble. Ou alors une fissure au niveau du collecteur. Ça peut être un joint aussi, mais bon, c'est plutôt rare que ce soit un joint de turbo. Donc voilà pour le collecteur d'échappement. Sur la version 184 chevaux, votre collecteur, je pense que ceux qui ont le 184, ils ont vu que moi j'avais un collecteur différent. Tout simplement, le mien a explosé en pleine côte. Votre voiture, elle était chargée. Je sais plus si je vous avais fait une vidéo aussi. Donc je vais être bref. Il s'était ouvert ici et un peu partout après. Complètement explosé. Bon, vu que c'est sous pression, ça va, les pièces sont parties. Il n'y a rien qui a été aspiré, heureusement. Ça aurait été l'inverse, ça aurait été aspiré dans le moteur et là j'avais tout dans le cul, juste pour ça. Donc du coup j'ai pris un collecteur de phase 2, les mêmes que sur les E90. Sauf que sur cela, votre capteur de pression turbo est dessus. Il est ici.
Comme le mien est derrière, il a fallu que je le refixe derrière. Mais franchement, ça se fait tout seul parce qu'il y a l'emplacement déjà prévu. Vous avez juste à percer et mettre un filetage. Et boucher, boucher celle-ci. Bon là, franchement, je l'ai fait un peu à l'arrache parce que je pensais pas que ça allait tenir. C'est qu'un bicomposant, et ben ça tient nickel. Donc voilà pour le collecteur à mission. Bon, lui, c'est pareil, hein. Quand il est fissuré, vous allez avoir un gros bruit sourd et une fumée noire derrière, pas possible. Après, vous pouvez avoir un problème d'injecteur. Eux, c'est assez facile à reconnaître parce que ça claque. Pour ceux qui n'ont pas d'outils, vous prenez un simple tournevis, vous le mettez à la base de l'injecteur et le bout du tournevis, vous le mettez à l'oreille. Et vous allez entendre ce qui se passe dans l'injecteur. Et l'injecteur qui claque le plus fort, ça sera celui à changer. Donc ça, vous avez des problèmes de connecteur aussi. Donc ça, pour être sûr, vous débranchez, vous mettez une graisse spéciale contact et vous rebranchez. Et ça, c'est pareil, quand un injecteur est en rade, ça vous provoque des saccades, des tremblements, une belle fumée noire derrière, des gros problèmes à l'accélération, mais principalement, ouais, le moteur tremble. Et ça se ressent aussi dans le volant. Et d'ailleurs, ce que je peux vous montrer une petite astuce pour savoir si vous avez un problème à l'injection. Attends, je vais couper. Alors, vous posez votre main sur le volant, à gauche, droite, en haut, on s'en fout, hein, comme vous voulez. Moi, je la mets là parce que j'ai qu'une main, l'autre j'ai le téléphone. Et vous accélérez doucement. Vous faites une montée progressive. Et si vous avez un injecteur qui merde, votre volant va commencer à trembler. Juste sur une plage, une certaine plage de régime, c'est tout. Dès que vous allez monter plus haut, ça tremblera plus. Donc on pose la main, on accélère doucement. Et si vous sentez un tremblement dans le volant, en général, il y a un problème à l'injection. Pas forcément dire qu'un injecteur est mort, mais encrassé ou autre, vous mettez un petit additif, un bon. Pas d'additif de grande surface, parce que ça c'est rien d'autre que du gasoil Excellium de chez Total. Il vous faut vraiment un additif confirmé. Moi je prends le Silube gasoil parce que j'ai essayé beaucoup de produits et c'est le Silube qui m'a fait redescendre vraiment les valeurs. J'ai fait des tests avec Ista justement, avant et après, et les valeurs sont bien retombées. Le débit de correction a vachement bien évolué dans le bon sens. Donc maintenant j'utilise que ce produit là. Je vais te montrer à quoi il ressemble. C'est celui-ci. Le gasoil. Il est un peu cher, mais franchement, j'achèterai rien d'autre. Et celui-là pour les moteurs essence. Ça, c'est pour la même air qui est là. Donc voilà, le Silube. Ensuite, pour en revenir, de toute façon, je pense avoir fait à peu près le tour. Le problème de puissance. Bon, vous avez aussi, bon, ça c'est le truc tout con, mais bon, il y en a qui pensent pas. Le filtre à gasoil à remplacer quand même. Moi, je le fais chaque année. Bon, c'est préconisé entre tous les 2 vidanges, si c'est pas même plus. Mais moi, je le fais chaque année. Parce qu'un filtre à gasoil encrassé, ça va vous diminuer la puissance. Donc vous avez ça. Vous avez les pompes. Je vais voir si je peux y accéder. Les pompes de gavage qui est sous votre banquette. En fait, la banquette, pour l'enlever, vous mettez votre main ici. Vous tirez un coup sec vers le haut. Hop, vous enlevez la banquette. Attends. Bon, vous occupez pas de ça. Ça, c'est pour les constats. Et allez ici.
Bon, moi j'ai viré ça parce que ça partait en miettes. Vous avez un isolant ici qui vient au-dessus, vous l'enlevez. Vous avez vos 4 écrous de 10. Et en dessous, vous avez votre prise, hein, forcément. Et la pompe. Ça peut être elle qui fout la merde aussi. Elle débite pas assez, parce que pour X raison, encrassée ou autre. Mais ça peut venir de là. Donc, attends, je vais remettre tout ça en place. Quel bordel avec les enfants. Hop. Putain, je l'avais nettoyé à fond il y a 3 semaines. Voilà, pour la remettre, c'est pareil. Vous la remplissez ici. Et ici, un petit coup comme ça. Et c'est bon. Attends. Hop. Et voilà, ça y est. Donc, on est bon de ce côté. Bon, là, je fais tout de tête. Hein, donc, je récapitule, voir si j'ai rien oublié. Pour les problèmes de puissance, hein, je le rappelle. Votre filtre à air, c'est pareil. Lui, il peut jouer un rôle. S'il est vraiment noir, forcément, vous allez avoir une diminution de puissance et une augmentation de consommation de carburant. C'est tout, je pense avoir fait le tour. Si j'en ai oublié, je vous en rajouterai dans les commentaires. Et à savoir, le 330D E46, que ce soit le 184 ou le 204 chevaux, vous devez être aux alentours des 6 litres, 6-7 litres. Si vous faites beaucoup de villes, je dirais, allez, 7 litres 5, grand maximum, quoi. Et encore, pour moi, 7 litres 5, ça me paraît beaucoup. À moins que vous avez le pied très lourd, même en ville. Mais pour moi, si je vois une 46 avec une conso de 7 litres 5, pour moi, il y a un problème. Parce que normalement, elle consomme beaucoup moins que ça. Même origine, sans reprogrammation stage, elle doit moins consommer. Petit message aux propriétaires de 320D. Les 320D E46 phase 1, donc il me semble que c'est le 136 chevaux. Les problèmes de pompe à injection sur les 320D 150, donc les phases 2, vous n'aurez pas de problème de pompe à injection parce que c'est une pompe HP, une pompe haute pression. La version 136 ou 134, je ne sais plus, la phase 1, bref, elle est en pompe mécanique. Et eux, elles sont très sensibles. Elles sont sensibles pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui roulent en réserve et ces pompes-là, elles ne supportent pas la réserve. Ça va te créer des micro-bulles et c'est ça qui va commencer à flinguer la pompe. En général, autour des 150, entre 150 et 200 000 km. Si tu vois qu'à 250 000 km, elle n'a pas lâché, je pense pas qu'elle lâche par la suite. Hein. Elle lâche bien avant. Donc voilà, ça c'était juste le petit point sur les 320D. Je retourne sur le 330. Je pense avoir fait le tour. Je vais en profiter pour... je vois mon voyant d'airbag là qui est allumé. Ça c'est pareil, vous avez deux possibilités. Vous avez le capteur de présence qui est sous ce siège. Mais ça c'est pareil, il va falloir une lecture défaut. Parce que tu en as plein. Si tu expliques le problème à quelqu'un qui connaît, il va te dire oui, c'est le capteur qui est sous le siège. Non, pas forcément, parce que vous avez le câble de batterie aussi, le coupe-câble. Donc, il a partiellement raison, mais il faut faire un diag pour vraiment savoir lequel des deux est HS. De toute façon, dans tous les cas, moi, je remplace pas la pièce, je place une résistance, un leurre. Et là, bon, là, c'est pareil. Il y en a qui vont entendre, qui vont dire oui, mais tu te rends compte, c'est dangereux. Les garages, ils vont vous dire attention, en cas d'accident, l'airbag ne se déclenchera pas. Je vous rassure, l'airbag, il va se déclencher à tous les coups. C'est certain. Sauf que quand on met un leurre, j'ai pas envie de dire le mot parce que je veux pas que ça porte la poisse. Quand on met un leurre, en cas de problème, l'airbag se déclenchera quand même s'il n'y a personne. Tandis que si les circuits est OK sans leurre, s'il n'y a personne sur le siège, l'airbag ne se déclenchera pas. Donc, d'où le capteur de présence. En dessous du siège conducteur, donc en dessous de mes fesses, il n'y a pas de capteur de présence.
À votre avis, je vous laisse deviner pourquoi. Une petite parenthèse à mon ancien collègue de l'atelier de la concession BM qui me demandait pourquoi il n'y avait pas de capteur de présence sous le siège conducteur. À votre avis? Je vous laisserai donner la réponse dans les commentaires. Je ne vais pas vous la donner tout de suite parce qu'elle est tellement bête cette question. Pour un mécano, je vous parle, hein, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est normal, ça se comprend. Mais pour un mécano quand même, bon, je vais vous le dire, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi il n'y a pas de capteur de présence? Si la voiture est en route, c'est que forcément, il y a quelqu'un derrière le volant. Voilà pourquoi il n'y a pas de capteur de présence. Donc, je vous parlais du câble de batterie. Lui, oh, quel bordel, attends. Il se situe ici. Donc, vous cherchez la fiche jaune, qui, je ne vais pas trop les bouger parce que lui, il est assez sensible, il tient pas tellement bien celui-là. En fait, vous allez placer votre résistance ici. C'est pareil, si vous avez besoin, je vous mettrai quel type de résistance qu'il faut mettre. Il ne faut pas mettre n'importe laquelle. Sinon, bah, tout simplement, ça ne marchera pas. Votre voyant sera toujours allumé. Je ne sais plus si c'est une 3 ou 4 ohms. Il faudrait que je vous le dise ça dans les commentaires. Ça peut servir. Donc ça, et par contre, vous serez obligé de faire une lecture et un effacement des défauts. Parce que l'airbag, le voyant, il ne va pas s'enlever tout seul. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Je vous parle des symptômes principaux. Hein. Après, il va falloir la passer au banc à l'ordinateur, hein, c'est pareil. Je dis ça parce que oui, il y a un collègue qui m'a demandé comment que ça se passait un passage au banc. En fait, le passage au banc, c'est tout simplement le passage à l'ordinateur. On dit un banc parce que c'est le terme qu'on emploie. Je vais passer la voiture au banc, je fais un diag dessus. C'est pas le banc d'essai quand tu la reprogrammes. Hein. Donc voilà, je pense avoir fait tout le tour. Si je pense à l'autre truc, je vous les mettrai en commentaire. Autrement, bah, bonne recherche de panne. Et pensez à faire un diag avec le vrai programme Nista parce que les valises multimarques, elles vous ressortiront pas tous les défauts. Sachant que sur BM, quand un moteur se met en sécurité, vous allez passer la valise multimarque, vous allez avoir le débitmètre en défaut, vous allez avoir le capteur de pression de turbo en défaut, vous pouvez avoir aussi la commande du turbo en défaut. Sauf que ce n'est pas des vrais défauts, c'est juste des défauts fictifs, c'est juste des mises en sécurité de tous ces organes-là, ou des limitations de puissance. Donc c'est pas des vrais défauts. Et le gars qui ne connaît pas, eh ben, il va te faire changer le capteur de pression, il va te faire changer le turbo, la vanne EGR, le débitmètre, alors que tout va venir, par exemple, je dis bien par exemple, d'un problème d'injection. Donc voilà, donc je pense avoir fait vraiment le tour. Bon, si je vois d'autres trucs, hein, je vous les mettrai en commentaire. Allez, bonne recherche de panne et bon courage.